m'avoir invité. Malheureusement, j'ai 2 autres engagements cet après-midi. J'ai dit à Jean-Michel, je suis là au début brièvement et je prie de m'en excuser. Je le regrette parce que je ne pourrais pas entendre toutes les interventions ni le débat. Or, moi, je suis au moins d'accord sur un point qui est que c'est très intéressant de pouvoir reparler du concept de souveraineté, naturellement, sans que ce soit simplement des échanges d'injures qui visent à tuer le débat dans l'œuf. Donc ça, je suis tout à fait sur la même ligne. Quant à réaffirmation de la souveraineté, je voudrais rappeler que ça n'a jamais disparu, en fait. Ça n'a jamais disparu puisqu'on a été, en effet, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, dans l'internationalisme. En fait, nations unies, qui d'ailleurs ne sont pas unies, mais bon, on parle de nations. Et ça n'a jamais disparu de la pensée des Chinois, de la pensée des Russes, de la pensée des Israéliens, bon, des Arabes, des Iraniens, des Chinois. Bon. Donc le monde entier est resté souverainiste. La seule région du monde qui est restée, au niveau des seules forces, on va dire. La seule région, c'est l'Europe de l'Ouest, pour des raisons historiques, avec une certaine confusion précisément entre l'internationalisme et puis le déclassement des identités, pour ne pas dire les éradications des identités dans la pensée monnaie, par exemple, par rapport à ça. Mais il y a aussi des forces mondialisatrices. Quand on parle de mondialisation, c'est une combinaison. Il y a des phénomènes technologiques. Il n'y a pas de mondialisation s'il n'y a pas l'invention du portable ou l'invention du porte-conteneur. Bon, il y a des éléments technologiques qui entraînent des sauts. Comme à un moment donné, le gouvernail des tambours a entraîné des sauts. Il y a la boussole, il y a des sauts dans l'histoire de mondialisation successive. Mais il n'y a pas que le phénomène technologique, je suis d'accord. Il y a des forces mondialisatrices. Et il y a des entités mondialisées. Là, dans les forces mondialisatrices, il y a des États, des gouvernements, des forces politiques, des forces économiques, technologiques, des idéologies, tout ce qu'on veut. Et dans les mondialisés, il y a un peu tout le monde, des gens qui n'ont rien demandé, qui s'adaptent plus ou moins, mais ça peut être d'ailleurs à l'intérieur des mêmes pays. On voit d'ailleurs dans les dernières années se développer ce que j'appelais les insurrections électorales de la part dans l'électorat des classes populaires et d'une partie des classes moyennes qui se sentent larguées en route, en fait, par la mondialisation, par l'intégration européenne, etc., etc. Mais il y a un mélange quand même. On ne peut pas raconter, sous prétexte qu'on est à Normal Sup, que c'est uniquement des idées. On n'est pas que dans le monde des idées. Il y a des phénomènes technologiques gigantesques. De même que dans l'avenir qui est devant nous, les pays qui maîtriseront le plus tôt et très bien le stockage de l'électricité à des coûts économiquement rentables feront un bond en avant, et ça sera peut-être la Chine d'ailleurs, avant nous. Et ça bouleversera les hiérarchies des puissances, puisqu'on verra arriver la notion de compétitivité écologique. Donc il y a des éléments où la technologie est déterminante. Vous voyez, dans l'affaire du sida, c'est pas que la mobilisation solidaire et compassionnelle, c'est les 3 génies médicaux français qui ont découvert la trithérapie. Donc il y a quand même des éléments de fait de technologie. Donc je voudrais rappeler ici qu'une grande partie du monde n'a jamais cru que la mondialisation, qui est à la fois très perturbante et très enrichissante, entraînait l'abandon de leur souveraineté. Les Chinois n'ont jamais cru ça. Les Chinois, on voit bien à quel point ils sont à l'aise dans la mondialisation dont ils ont retourné les règles à leur profit. Vous voyez bien l'énorme opération, route de la soie et compagnie, mais c'est jamais associé à l'idée que leur souveraineté diminue. Jamais. Jamais, jamais. Même les États-Unis. Les États-Unis qui ont été la puissance dominante, ce que j'avais appelé l'hyperpuissance dans la décennie 90, c'est plus tout à fait le cas, même s'ils gardent une supériorité sur beaucoup de plans pendant longtemps. C'est à la fois le pays d'où émerge l'ensemble des entreprises GAFA en Californie, alors, qui précisément ont une vision mondialisatrice hégémonique qui met en cause le pouvoir des États, même de l'État américain, déjà. Bon. Mais vous avez une vision américaine classique qui est restée souverainiste. Et même Bill Clinton, qui était le plus ouvert et le plus dynamique, plus ouvert comme Obama, mais plus dynamique que lui en ce qui concerne l'action internationale, alors qu'Obama était plus réservé, Clinton disait quand il y a un problème grave à résoudre, on va commencer par essayer de le résoudre avec nos amis, avec nos alliés. Si ce n'est pas possible, nous agirons seuls. Donc le nous agirons seuls, c'est ce qui est sorti de l'esprit d'un certain nombre d'Européens, à la suite d'une sorte d'évolution, ou de confusion, ou de confiscation, comme on veut, dans l'évolution des idées en Europe. Donc, ce dont nous parlons, y compris ce dont on parlait André, c'est un phénomène qui est quand même limité
à l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Est, l'ancienne Europe de l'Est ne fonctionne pas comme ça, intellectuellement, on le voit sur beaucoup de sujets. Ils ont tort ou raison, c'est un autre sujet, mais ils ne fonctionnent pas comme ça en fait. Et les États-Unis, c'est ambigu. Donc l'idée qu'il y a une nouvelle, qu'on présente en effet comme un fait évident, on ne peut que s'adapter sans critiquer, sans même employer le mot, bon, quelque chose qui périme la souveraineté, c'est devenu pendant une période assez longue d'obscurantisme, on va dire, moderne, un concept qui avait disparu. D'ailleurs, dans les grandes campagnes de référendum, dans la campagne pour Maastricht ou en 2005, on voit bien que l'ensemble de ceux qui étaient pour le oui sans discussion, ils confondaient l'ensemble des oppositions dans une sorte de mépris collectif. Vous êtes des archaïques, vous êtes des souverainistes, vous êtes des lepénistes, vous avez tout mélangé. Bon. Donc c'est devenu un... Et d'ailleurs, dans l'histoire européenne contemporaine, ça a montré quand même une idiotie extraordinaire des élites qui auraient dû comprendre tout le temps que la conquête de souveraineté, pas en termes simples, c'est bien quoi pour les gens. La plupart des peuples n'ont jamais eu la moindre souveraineté sur rien en fait, historiquement. Bon là ils ont conquis la souveraineté par des phénomènes variés, c'est pas que la démocratie, mais enfin ça coïncide en partie. Donc c'est une conquête. Donc l'idée que c'était devenu répugnant et qu'il fallait abandonner la souveraineté. Rappelez-vous le tam-tam sur l'abandon de la souveraineté, qui était considéré comme aussi génial que l'abandon du privilège. Bon, les braves gens, ils ont compris, on a abandonné la souveraineté, qu'est-ce qu'il a récupéré? C'est les marchés. Les marchés, très bien, vive le marché. Il y avait déjà des foires en Champagne au XIIIe siècle, mais je parle des marchés contemporains devenus fous. Les marchés dérégulés. Ce qui est fascinant dans l'affaire, c'est la cécité des élites qui n'ont pas compris. Vous voyez l'expression égoïsme nationaux, par exemple. C'est une expression idiote. On ne dit pas que la maire de Paris est égoïste parce qu'elle ne s'occupe pas de Marseille. Ça voudrait peut-être mieux dire, mais bon. On la critique pas pour son... On la critique pas pour son égoïsme, ni le maire de Marseille dans l'autre sens. Donc les pays d'Europe ont des intérêts nationaux, divergents ou convergents, ça dépend. Et il y a, alors pour le coup, je suis européen là-dessus, on a inventé une machine de discussion européenne qui permet souvent quand même d'en sortir par le haut. Donc, vous voyez toutes les formules employées depuis 20 ans, 30 ans, on est fatigué de tout ça, qui avaient pour but d'étouffer la discussion. Donc oui, c'est bien qu'il y ait un échange sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Alors dans l'affaire européenne, il y a une sorte de bataille depuis l'origine entre est-ce que l'histoire européenne, est-ce que ça veut dire qu'on s'en remet à l'Europe? Est-ce qu'on est trop vieux, trop fatigué, on a un passé trop chargé, ça c'est la repentance. Bon. Et donc là, on arrête là, bon, c'est l'Europe qui continue. Comme l'Europe est un mot valise, comme les linguistes, on ne sait pas très bien où il s'agit, enfin, c'est plus nous, quoi. C'est plus nous. Donc il y a une sorte de magma avec le Parlement, la Commission, la Cour de justice, dont on ne parle pas assez, alors qu'elle joue à fond disons, la fédéralisation de facto par des effets de cliquet, en fait, en complicité avec la Cour de justice. D'ailleurs, quand il y a quelques années, Schröder, après 2005, m'avait dit s'il y a eu un référendum en Allemagne, la réponse aurait été non. J'ai dit, mais pourquoi l'Allemagne se prétend toujours pour plus européenne que les autres? Il m'avait dit non, mais ça c'était avant. Et puis surtout, les Allemands ne supportent plus le grignotage, les Länder, pardon, ne supportent plus le grignotage de leurs compétences par la Commission, avec la complicité de la Cour de justice. Donc il y a toute une affaire européenne avec deux conceptions. Soit l'union fait la force, donc on est tous ensemble, et collectivement sur certains sujets, face à la Chine ou d'autres, on est plus fort ensemble, c'est une évidence, si on construit bien le ensemble. Ou alors donc on est au bout du rouleau et on passe le relais. Et c'est ce courant malheureusement dominant depuis Monet. Moi j'aime bien les deux pères fondateurs, les deux vrais, c'est-à-dire Staline et Truman. Et le reste, on est quand même dans une ambiguïté depuis l'origine, parce que Monet, plus encore que Schuman, ce sont des atlantistes forcenés. Forcené, il n'y a même pas l'équivalent d'elle aujourd'hui. Absolument forcené. Et la haine du général de Gaulle par Monet, que Monet a communiqué à Roosevelt, et malheureusement à la diplomatie américaine pendant longtemps, s'est fondée là-dessus, sur l'idée qu'il y a une résurgence de souveraineté, même sous une forme normale, on va dire. Donc cette histoire européenne se poursuit et n'est jamais complètement terminée. D'où le matraquage médiatique, sémantique, de communication, etc. Bon, dans la situation où on est, mais
il faut que je sois honnête avec vous, moi j'ai participé à toute cette aventure et ça m'est arrivé souvent, puisqu'on est dans le monde réel et pas que dans le monde des idées, d'avoir à hésiter entre deux inconvénients. On n'est jamais en situation idéale. Et par exemple, l'euro, je l'ai dit devant vous, si on n'ait pas fait l'euro, on était dans la zone marque. On était déjà dans la zone marque avant. Je ne parle pas des théories mélanchonistes d'aujourd'hui, hein. Je vous parle des années 80. Les années 80, compte tenu de l'affaiblissement déjà de l'appareil industriel français, de l'économie française, un peu aggravé avec des bons sentiments par la gauche qui voulait élever le pouvoir d'achat, on peut comprendre pour des raisons sociales. Le résultat, c'était déjà beaucoup d'importations de produits, non pas chinois mais allemands, creusement du déficit, et il fallait qu'on dévalue, on était pris à la gorge. Alors on passait sous la tutelle du FMI. Donc déjà au début des années 82, 3, 4, il fallait qu'on demande aux Allemands de bien vouloir nous autoriser, pas à la zone euro, aux Allemands. Et moi j'ai vu Mitterrand furieux d'avoir à le faire, et pressé par Delors et tout le monde, demander à Kohl d'intervenir auprès de la Banque centrale allemande. Et moi j'ai vu ça, le Kohl téléphonant du bureau de Mitterrand, parce qu'il y avait urgence. Et le gouverneur de la Banque centrale allemande disant « Monsieur le chancelier, je vous respecte, mais je suis indépendant. » Donc les Allemands, les Français, ils ont qu'à faire des réformes, travailler plus. On est en 82, hein. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Et le chancelier dit « Oui, d'accord, je sais, mais quand même, c'est la France, mon ami François, blablabla. » Bon. Donc une discussion effrayante, et d'ailleurs qui a renforcé Mitterrand dans l'idée le jour où la réunification arrive, on savait que c'était, on ne sait pas quand, mais pas très loin, en fait. Il dit « C'est pas possible qu'on soit dans cette situation. Donc il vaut mieux être dans une monnaie unique, avec une certaine influence. » Alors là, on peut discuter, mais c'est important pour les gens ici que vous entendiez le rappel de la genèse du processus. Donc l'autre choix était, moi je suis d'accord, l'autre choix était intenable. C'est peut-être dommage que la France n'ait pas été capable, avec ses petits bras, de relever le défi, mais enfin c'est comme ça. Et d'ailleurs, à l'époque, quand Kohl avait finalement été convaincu, jusqu'au dernier moment, les Allemands ne voulaient pas, bien sûr, ils ne voulaient pas lâcher le marque. L'euro, c'est une demande française, hein, pas allemande. Donc quand Kohl a été convaincu, il a dit, bon, allez, d'accord, on va le faire, mais il faut que je sois sérieux. Sérieux, c'est les critères. Les critères, ils sont français. Ils ne sont pas allemands. Les critères Bérugo va tricher, c'est peut-être encore pire pour vous, mais les 3% à l'époque, c'est totalement cool. Il n'y a aucun problème avec les 3%. C'est calculé de façon à ne nous poser jamais aucun problème à l'époque. Alors, à ce moment-là, Jacques Delors dit au point où on en est, une monnaie unique, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse le gouvernement économique de la zone euro. On retrouve une sorte de souveraineté, en quelque sorte, la fameuse souveraineté placée en commun. Et là, les Allemands disent non, c'est pas possible. L'intervention de l'État dans l'économie sous cette forme, c'est les années 30. Jamais. Bon, alors Mitterrand se dit, il faut mieux empocher ce qu'on a eu, et la dynamique future de la monnaie unique amènera à régler ces problèmes plus tard. Et là, c'est moins vrai par la suite, puisqu'il y a un rapport de force. Compte tenu du fait qu'on n'a pas fait les réformes, je suis peut-être à contre-courant, comme on n'a jamais fait les réformes qu'ont fait tous les pays développés dans le monde, indépendamment de l'euro, même la Nouvelle-Zélande, même l'Australie, même le Canada, même la Norvège, on court derrière et on est en situation de faiblesse pour reconstituer cette fameuse souveraineté par le haut. Donc vous voyez que tout en étant de plein pied ce qui a été dit sur le fait qu'il faut parler de la souveraineté, une intoxication comme quoi c'était devenu honteux, on ne pouvait pas en parler, tout en n'étant pas dupe sur les forces complexes qui sont les moteurs de la fameuse mondialisation. Je pense qu'en termes de réponses concrètes, vous ne pouvez pas mettre en avant que des idées qui sont soutenues par absolument personne en Europe, sauf par 2 ou 3 petits clubs dans le genre de ça. Bon, c'est pas suffisant. Donc il faut trouver, il faut la reconstituer. Ce qui fait que Macron, j'ai entendu ce que tu as dit, moi, ça me plaît assez qu'Emmanuel Macron, qui est un européiste convaincu, sincère, philosophique même, il est presque sur la ligne d'Habermas, philosophiquement. L'Allemagne n'est pas sur la ligne d'Habermas, mais Macron est assez habermasien. Le même Macron qui comprend quand même, compte tenu de son intelligence qui est évidente, qu'il faut qu'il parle aux autres aussi. Il ne peut pas parler qu'à des pro-européens convaincus. Donc, il dit une Europe qui protège. C'est la formule à laquelle Mitterrand était arrivé au moment de Maastricht, face à Seguin,
après avoir vu que précisément l'Europe c'est la paix, l'avenir, la jeunesse, bon, tout ça, terminé, ça n'avait aucune espèce d'effet dans l'opinion, au contraire, ça énervait les gens, ils pensaient qu'on les prenait pour des crétins. Donc une Europe forte nous protégera mieux. Alors les gens peuvent dire après, ouais d'accord, mais elle n'est pas devenue forte sauf contre nous, elle ne nous a pas protégés. Paradoxe d'après. En tout cas, c'est pour dire que moi je réagis autrement sur Macron, compte tenu de ses positions, que je respecte, le fait qu'ils disent une Europe qui protège, moi je dis chiche. Je dis pas, je vais m'épuiser à démontrer que c'est impossible. La souveraineté, c'est que national. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est dans un monde totalement interdépendant. Même les souverainistes les plus affichés savent très bien qu'ils sont interdépendants. L'indépendance absolue, même la Corée du Nord, dépend quand même du bon vouloir de la Chine, hein, malgré tout. Donc il ne faut pas la fuite en avant dans des concepts absolument archaïques, non fonctionnels, à mon avis, n'est pas une solution par rapport à ça. Donc si on arrive à démontrer, dans certains domaines, pas dans tous, je ne dirais pas la souveraineté n'est que européenne, là il y a une nuance importante. Si on arrive à démontrer qu'on peut rebâtir de la souveraineté européenne, par exemple dans la gestion des flux migratoires, vous savez bien que ça va continuer les flux migratoires, je ne parle pas des demandeurs d'asile, c'est autre chose, ça va continuer partout. Donc les gens iront toujours, c'est facile de circuler, c'est pas cher, bon, ils vont aller vers la Côte d'Ivoire, vers l'Afrique du Sud, vers l'Australie, vers l'Europe, vers les États-Unis, c'est un phénomène global. Donc de toute façon, après c'est bien empaillé en termes de principes et de valeurs, on finira par co-gérer les flux. Et en ce qui nous concerne, il y aura une co-gestion beaucoup plus rigoureuse avec les pays de départ, de transit et d'arrivée. Leur conférence annuelle avec Schengen, avec fixation de quotas par métier en fonction de la situation économique, etc. Je ne parle pas des réfugiés, encore une fois. Bon, donc si on arrive à... Parce qu'un pays séparément, on ne peut pas écouter ce que disent les Italiens, les Grecs, etc. Y compris les pays du Sud, qui veulent entrer dans un partenariat de ce genre, à condition qu'il y ait des contreparties importantes. Enfin, tout ça, ça se négocie précisément. Donc il me semble que un des niveaux auxquels il faut reconstituer de la souveraineté perdue, pour ne pas être que nostalgique, c'est précisément l'exemple que je prends. On peut développer, mais je ne veux pas être trop long et d'autres doivent parler. En tout cas, moi je dis chiche, voyons si ça peut marcher, à condition que ce ne soit pas exclusive du maintien d'une certaine souveraineté nationale, ce qui est encore d'ailleurs notre cas en matière militaire, en matière de dissuasion. Ça reste le cas, ça ne peut pas être autrement. Quand Mitterrand, il y a très longtemps, avait dit la dissuasion, c'est moi. Ce n'était pas un accès de mégalomanie. C'était la compréhension de ce que signifie la dissuasion. En matière de dissuasion, si vous n'êtes pas un dissuadeur, on n'emploie pas le terme, mais on devrait, un dissuadeur unique au sommet, qui dit si vous mettez en danger mon pays, je vous détruis. Il faut que les gens se disent, c'est peut-être vrai ce qu'il dit ce gars. Bon, il faut un dissuadeur unique. Vous voyez bien que ça ne se partage pas, ça. Donc c'est un domaine où l'idée de souveraineté européenne ou collective n'existe pas. S'il faut consulter 5, 10, 30 personnes, ça disparaît, ça n'existe plus. Donc ça dépend des domaines. Donc moi je ne dis pas que souveraineté européenne, ça ne veut rien dire, c'est du flanc, parce que historiquement c'est tout à fait autre chose. Je dis non, peut-être dans certains domaines, oui. Et regardons, soyons très concrets. Voilà, donc n'oublions pas en plus que cette réflexion a lieu dans un monde qui géopolitiquement est chaotique, ou semi-chaotique, et même Guterres dit chaotique. Chaotique, ça ne veut pas dire que c'est la guerre générale, hein. Il n'y a pas de mécanisme actuel dans le monde qui ressemble à la situation d'avant 1914. Il n'y a pas d'alliance automatique avec montée aux extrêmes à l'aveugle et automatique. Mais vous avez des foyers d'instabilité très nombreux. Pour parler bateau, il n'y a pas de mer calme en vue. On n'est pas en situation cyclonique constamment, mais on est en mer agitée ou très agitée, à peu près tout le temps. Et après, vous avez une fois qu'on a compris qu'il n'y a pas de communauté internationale, pas encore, en tout cas pas entre les peuples, qui est un système multilatéral très actif, mais qui est un cadre, qui n'est pas un pouvoir, bon, et que du coup les puissances bougent comme ça, elles montent et descendent, sans qu'aucune d'entre elles ne puisse l'emporter globalement. On est dans une situation genre Europe du 19e élargie, moins le Congrès de Vienne, qui malgré tout avait réussi à fixer des règles de gestion qui ont fonctionné à peu près un siècle, jusqu'à ce que Guillaume II écarte Bismarck, qui lui était resté dans une politique relative d'équilibre des forces. Donc le monde est un peu dangereux à cause de ça, mais c'est pas à cause de Trump. Il est dangereux sur certains points, mais c'est pas lui qui a créé cette situation. Il est le révélateur de cette situation.
Donc on aura intérêt à ce que s'organise dans le monde à une sorte de système de concertation, non pas de mondialisation bidon aveugle sur ces plans, mais d'équilibre de concertation. Donc toutes nos réflexions souveraineté doivent quand même s'inscrire dans ce contexte, sans oublier le compte à rebours écologique, sans oublier le compte à rebours démographique, et sans oublier le choc numérique. Après, il faut essayer de tout mixer.